Je vais céder la parole tout de suite à André Karpatanis qui va nous présenter la session. André, vous avez 7 minutes. Donnez l'exemple. Voilà. Alors, je voudrais donc apporter des éléments pour à la fois justifier et mettre en perspective les questions qui vont être abordées pendant cette session. L'idée est d'examiner le rôle que pourraient occuper les organisations internationales dans une nouvelle dynamique de l'économie mondiale. Mais avant de détailler les questions qui, ce faisant, vont devoir être listées, je voudrais simplement apporter quelques remarques liminaires pour contextualiser la question qui va être abordée par les différents participants. Premièrement, l'observation de ce qui s'est passé depuis le mois d'août 2007 et puis à l'automne 2008, avec le déclenchement de cette crise, a mis au clair toutes les interdépendances, les contagions, les externalités dont les économistes parlaient sur un plan abstrait et dont on a pu prendre conscience de l'ampleur, avec une diffusion, une contagion d'un certain nombre de chocs à l'échelle globale. Et en même temps, il est apparu qu'il était vain d'espérer introduire un peu d'ordre et d'éviter un désordre encore plus massif sur la base simplement de réponses nationales. Simplement parce que les instruments d'intervention ne sont pas à la hauteur, même pour les grands pays, même pour les États-Unis, quand cette crise est devenue une crise systémique. Et puis également parce que réfléchir à une nouvelle dynamique de l'économie mondiale, c'est se doter de règles permettant d'accompagner les marchés, et ça, là encore, nécessite qu'il y ait une action collective, qu'il y ait des accords à l'échelle globale. Et en même temps, ce besoin d'action collective s'est heurté à soit une incapacité, soit un manque de confiance accordé aux organisations internationales existantes. Les États, en fait, n'ont pas demandé ni au Fonds monétaire international, ni à la Banque mondiale, ni à l'OMC de les supplanter pour gérer de façon collective tous les problèmes qui s'accumulaient. Ils ont suivi une autre option qui a été la création du G20. Le G20, d'une certaine manière, c'est une organisation internationale sui generis, c'est un forum, c'est le moyen de créer de façon collective des actions discrétionnaires, mais avec une vraie coordination. Et le G20 s'est avéré très utile au départ. Je considère pour ma part que c'était là une très bonne idée. En 2008, encore au début 2009, à la fois pour les sauvetages de banques, pour le soutien de la demande et surtout pour avoir lancé le processus de régulation financière qui sera politiquement approuvé lors d'un autre sommet du G20, le sommet qui s'est tenu à Séoul en fin d'année 2010, dont là, on avait plutôt des éléments très positifs. Il me semble cependant que depuis le sommet de Cannes, qui s'est tenu donc à la fin de l'année 2011, et puis lors du dernier sommet, là, il y a quelques jours au Mexique, on se rend compte que, d'une certaine manière, cette formule est à bout de souffle. Des engagements sont pris, et de façon souvent explicite, ils ne sont pas respectés par ceux qui les signent, en matière de coordination des politiques macroéconomiques notamment, ou bien en matière de change, et donc nombre de déséquilibres ou rampants ou beaucoup plus difficiles finalement à assumer, eh bien, se maintiennent, et on a un peu un sentiment de paralysie dans l'action collective et la coordination des politiques des États, alors même que la crise, malheureusement, est en train de rebondir et que la situation macroéconomique est sans doute en train de s'aggraver. Alors, du coup, cette question des organisations internationales, de leur place dans la coopération, est une question qui est indissociable d'un débat qui est plus ancien, mais qui aujourd'hui rebondit. C'est le débat sur la gouvernance globale de l'économie mondiale. Gouvernance, chacun le sait, c'est gouverner sans gouvernement. Et quels sont alors les modèles d'action collective, de coopération auxquels on peut songer? Il y a une dizaine d'années, un rapport avait été publié par le Conseil d'analyse économique,
sous d'ailleurs la direction de plusieurs membres du Cercle des économistes. Michel Aglietta, je crois, y avait également contribué, au-delà de Pierre Jacquet et de Jean Pisani-Ferry, et qui présentait l'avantage de dessiner plusieurs modèles de coopération entre les États-nations. Et si l'on écarte des modèles qui étaient simplement signifiés pour mémoire un gouvernement mondial ou un droit sans État, il y avait deux formules qui me paraissent importantes à rappeler parce qu'elles ont du sens par rapport aux questions que nous allons aborder tout à l'heure. La première formule, c'est ce qui était appelé la coopération institutionnalisée entre les États-nations. Il s'agit alors, soit de manière discrétionnaire, avec des règles procédurales, soit encore dans le cadre d'une organisation internationale, de prendre des décisions ensemble, sur la base d'un mandat, sur la base d'un certain nombre de délégations, mais ce sont toujours les États qui décident, avec des règles de décision. Et la deuxième formule, c'est la formule qui consiste en fait à recourir à des agences indépendantes des États, qui restent dans le giron de l'action publique, mais à qui on confie le mandat, à la place des États, de mettre en œuvre des politiques dans le domaine monétaire, dans le domaine financier, et puis dans bien d'autres domaines de l'action des acteurs publics. Et il me semble que, compte tenu de ce que sont aujourd'hui les éléments qui inhibent la coordination, l'action collective des États, c'est une formule qui a toute chance de devenir de plus en plus prégnante comme solution apportée aux difficultés rencontrées en matière d'action collective, et on le voit bien en Europe. La Banque centrale européenne, déjà, est une entité qui se comporte, qui a des statuts, qui en font une autorité indépendante, avec un mandat. Mais ces autorités indépendantes, et donc pour la BCE, on sait bien qu'il y a aussi une extension vers la supervision bancaire aujourd'hui qui est en cours de lui être confiée. Mais aujourd'hui, ces autorités indépendantes auraient sans doute avantage à être mieux coordonnées. Et donc, l'idée d'un réseau, d'un ensemble d'agences indépendantes, est quelque chose sur lequel je pense qu'on va devoir réfléchir. Et je note que telle était la solution que Keynes avait proposée dès les années 30 à propos de l'étalon or, pendant la conférence de Bretton Woods, ou également en 1946, dernière conférence à laquelle il a participé, la conférence de Savannah, pour organiser le système de Bretton Woods. Il ne voulait pas que ce soit les représentants des États qui siègent dans le directoire qui deviendra le Fonds monétaire international, mais les gouverneurs des banques centrales qui restaient en même temps gouverneurs de leur propre banque centrale. En tout cas, c'est une piste que je voulais évoquer. Et pour conclure mon introduction, je dirais que du coup, on a tout un ensemble de questions qui, dans le cadre de cette reconsidération de la gouvernance globale, vont devoir être abordées aujourd'hui et sans doute dans les mois qui viennent. D'abord, la question des principes d'action. Quels sont les principes à partir desquels, soit dans le cadre des organisations internationales structurées, soit dans le cadre de réseaux d'agences indépendantes, eh bien, il va s'agir donc de mettre en œuvre. Quels sont ces principes? Quels sont également les degrés de responsabilité, au sens britannique de accountability, de rendre des comptes, dont on va devoir finalement, en quelque sorte, se prévaloir avant de confier un certain nombre de responsabilités à ces organisations internationales, ce qui pose la question de la légitimité démocratique des organisations internationales, des grandes structures ou bien des réseaux d'autorités indépendantes. Et puis, dernier point, et je vais m'arrêter là, Patrick, va également se poser, d'où la présence ici de représentants d'institutions financières internationales, la question du financement de tout un ensemble de transitions. Il n'est pas sûr que les marchés soient à même, dans le long terme et à l'échelle globale, d'assurer le financement de nombre de transition environnementale, transition énergétique. Et donc, va aussi se poser la question de savoir quelle est la place des institutions financières internationales qu'il convient de réserver dans cette gouvernance globale. Autant de questions, mais je suis convaincu que la qualité des intervenants qui sont à la table vont nous permettre d'avoir toutes les réponses nécessaires. Merci.
On va commencer d'ailleurs avec la question des principes que vous évoquiez et avec vous, Cecilia Malmström, de la Commission européenne. Vous avez 12 minutes pour vous exprimer. Je vous en prie. Eh oui, c'est très précis. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis impressionnée par le programme et par le haut niveau de participation. En tant que commissaire européenne, je suis responsable, entre autres, pour les choses qui concernent la migration, l'asile, la sécurité interne et pour la politique en matière de visa. Et dans ces dossiers, il y a certainement des conflits, des choses très émotionnelles, des différences politiques, et surtout ce qui concerne la migration. Et c'est un débat qui reflète les tensions partout en Europe. Par exemple, le principe basé de la traité de Lisbonne de la libre circulation au sein du Schengen, la pression politique qui se manifeste malheureusement vis-à-vis les migrants et les personnes d'origine non européenne en Europe, malgré les défis démographiques énormes dans le moyen terme auxquels nous devons faire tous face ensemble. Troisièmement, un taux de chômage élevé, une situation économique très très précaire dans plusieurs États membres qui risque de réduire l'ambition et la confiance au niveau politique et de faire les propositions nécessaires pour s'en sortir. Et en même temps, nous savons qu'avec ce chômage, il y a quand même un grand nombre d'employeurs qui ne peuvent pas trouver la main-d'œuvre adéquate. Quatrièmement, nous avons aussi le printemps arabe qui offre des possibilités de coopération ainsi que des défis et qui pointe à tous ces problèmes reliés à la migration, l'asile, la mobilité. Donc tout cela crée des défis mais aussi des possibilités. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la croissance économique et la gouvernance? Oui, je vais vous dire dans quelques instants parce que bien évidemment ce sont des choses auxquelles il faut répondre d'une manière globale. Nationale, européenne, mais aussi globale. Et je pense qu'ici, il faudra faire beaucoup plus que nous avons fait auparavant. Je ne vais pas rester sur tous les chiffres de l'état économique en Europe. Vous les savez tous, les chômages, les taux de chômage qui sont très élevés, et en particulier en ce qui concerne les jeunes, les niveaux de croissance qui sont très basses en Europe, prévu pour cette année à moins 0,2% en Europe. Et la croissance est ailleurs, un tout petit peu plus en États-Unis, mais surtout en Inde, en Chine, en Turquie, etc. Donc le dynamisme est bien ailleurs pour l'instant. Nous avons donc des taux de chômage très très élevés. Nous avons les politiciens qui font face à des défis énormes pour essayer de faire toutes les réformes nécessaires qu'il faut faire, les réformes structurelles. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi dans ce panel qui peuvent vous élaborer sur ça, des réformes de structure, des réformes de marché de travail, les systèmes de pension, etc. Mais aussi, le paradoxe dans tout cela, c'est que nous vivons plus, qui est bien, mais nous avons aussi une natalité réduite en presque tous les pays en Europe. Donc ici se pose un problème pédagogique pour tous les politiciens, les organisations mondiales, lutter contre le chômage, mais en même temps faire face à ce qu'il y a des problèmes de trouver la main-d'œuvre adéquate dans les secteurs de IT, dans les secteurs d'ingénieurs, dans le secteur de tout ce qui concerne la santé, où nous avons besoin, dans les années qui viennent, des millions de gens qui ne se trouvent pas en Europe. Et dans les 15 années à venir, la population active en Europe aura diminué de 12%. Ce qui veut dire que dans quelques années, 2050, selon les prognoses, il y aura un retraité pour tous les 2 travailleurs, alors qu'aujourd'hui, nous en avons 4. Et ceci, c'est un problème national, mais aussi global. Et ça donne bien évidemment un fardeau aux futures générations qui est très difficile. Donc, il est évident que notre priorité numéro 1, c'est de sortir de la crise actuelle. Et pour cela, il faut faire les réformes auxquelles j'ai fait référence, mais aussi les réformes à la gouvernance, à comment nous regardons la crise dans tous les niveaux en cela. On peut être optimiste en Europe quand même. Nous avons des atouts ici. Nous avons une éducation très élevée. Nous avons la productivité et des systèmes de sécurité sociale qui protègent nos citoyens en période de crise.
Et, comme la crise actuelle nous le rappelle parfois trop brusquement, l'Union européenne représente aussi la primauté de l'état de droit vis-à-vis des alternatives plus chaotiques. Mais nous sommes, comme vous le savez tous, en pleine discussion aussi pour renforcer la gouvernance non seulement économique, mais aussi politique en Europe pour faire face à ces défis en commun que nous avons. Je suis sûre qu'on discutera davantage dans ce panel. Mais je vais aussi vous faire un plaidoyer pour une migration vers l'Europe, pour une ouverture d'esprit vis-à-vis des idées et les produits venant des pays tiers. Le printemps arabe nous a clairement montré à quel point notre modèle est attirant, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. Mais il ne suffit pas de ça, il faut aussi parler un peu de la mobilité. Quand je rencontre les ministres des pays du printemps arabe, si je peux faciliter un peu comme ça, ils me disent oui, c'est très bien, vous soutenez la démocratie, vous soutenez nos économies, mais le message a quand même été un peu, c'est très bien que vous faites la révolution là-bas, mais restez où vous êtes parce que nous avons une crise ici, alors ne venez pas. Donc c'est peut-être pas un message d'ouverture et de coopération, parce qu'eux aussi, ils veulent la mobilité. Pas pour tous venir travailler en Europe, mais des touristes, des chercheurs, des étudiants, des gens qui ont plein d'idées et qui ont senti qu'ils n'étaient pas les bienvenus en Europe. Donc le chômage est là, mais il faut aussi prendre les leçons d'histoire qui nous montrent que les pays ou les empires qui veulent se fermer et qui ne prennent pas en compte les avancées dans le reste du monde, c'est un avenir appauvri au niveau économique, mais aussi sur le plan social, politique, culturel, intellectuel. Donc il faut choisir la bonne feuille de route. Et bien sûr aussi une stabilité dans nos pays voisins, ce n'est pas seulement bon pour la coopération politique, mais aussi pour la coopération économique. Donc mon premier point ici, je vais en faire deux, c'est qu'au moyen terme, nous aurons besoin d'un niveau de migration économique vers l'Europe. Un retraité pour deux employés, ce n'est pas une vision saine pour l'Europe. Et plus nous attendons, plus ce sera difficile à convaincre nos citoyens en ayant un esprit ouvert vis-à-vis du monde, et c'est vers cela que nous pourrons garantir leur pension et leur mode de vie. Alors il faut commencer à trouver des manières d'attirer les chercheurs, les cadres, les jeunes avec potentiel de venir travailler et payer leurs impôts en Europe. Il faut faire le premier pas déjà maintenant pour créer un débat de l'opportunité d'une migration bien managée vers l'Europe à moyen et à long terme. Il faut aussi, bien évidemment, améliorer les politiques d'intégration pour ceux qui vivent déjà en Europe, pour mieux utiliser leurs capacités et donner la possibilité à tout le monde de bien réaliser ses chances. Pour donner seulement un exemple très bref en ce qui concerne la législation qui est en courant maintenant en Europe entre le Conseil et le Parlement européen, c'est une directive sur l'intercorporate transfers, c'est-à-dire un Indien ou un Américain qui travaille dans une entreprise internationale pour venir en Europe pour travailler dans la même entreprise. C'est très difficile aujourd'hui. La communauté des entreprises en Europe dit qu'il y a environ 16 000 de personnes dont ils ont besoin. 16 000, ce n'est pas énorme. 16 000 personnes qui n'existent pas en Europe, et chaque de ces personnes peuvent résulter à des investissements, à une croissance et à un développement de leur entreprise. Mais pour les amener en Europe, c'est très compliqué. Alors il faudra que nous faisons un travail ensemble pour faciliter la mobilité de ces personnes, non seulement de venir à travailler en Aix-en-Provence avec leur famille, mais peut-être aussi prendre l'avantage d'aller à Berlin pour le week-end. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je voudrais à long terme qu'Europe, bien sûr, tous les États sont responsables de leurs frontières et de leur définition de leur main-d'œuvre, et de définir les besoins, mais que le principal soit, si vous avez un travail, vous êtes la bienvenue, vous pouvez venir. Nous devons veiller, bien sûr, que les salaires sont décents, qu'il n'y a pas de renversement social et qu'il y a une protection contre l'exploitation. Mais autrement dit, une mobilité accrue est une nécessité. Et si nous voulons avoir une économie basée sur la connaissance et que l'Europe joue vraiment son rôle dans l'innovation et la recherche, nous devons devenir plus attrayants pour les meilleurs et les plus brillants. Sinon, ils iront ailleurs, parce que l'Europe n'est pas si attractive que nous le croyons. Pour cela, il faut non seulement que les gouvernements et l'Union européenne, mais aussi que les institutions globales s'engagent dans cette discussion. C'est un plaidoyer pour une gouvernance économique qui met ces idées en valeur.
Les organisations mondiales du travail et de migration, ils existent, ils font un travail. Mais les forums et les institutions au cœur de ce débat, sur le FMI, le G20, autres organisations ici présentes, devraient aussi reconnaître de manière plus visible la contribution que peut faire la migration pour une croissance économique plus soutenable en Europe, au niveau mondial aussi. De faire le business case pour la migration, ce qui fait d'ailleurs l'OECD ou l'OCDE dans leur nouvelle édition de Migration Outlook. La migration peut être un élément de clé pour redynamiser nos économies. Ce n'est pas le quick fix, ce n'est pas la seule solution. Il faut faire la majorité du travail à l'intérieur, mais c'est un élément nécessaire, il faut l'avouer et il faut en parler ouvertement. Et à ce concept devrait figurer dans les communiqués de G20 et peut-être aussi dans les programmes d'ajustement de la FMI. Une chose qui est reliée à cela, c'est les transferts de fonds par les migrants, les remittances. Et là, il y a beaucoup de choses à faire qui méritent vraiment une gouvernance globale. La valeur pour les pays pauvres qui reçoivent ces transferts intra-familles de l'Ouest est énorme. Selon la Banque mondiale, le total des versements l'année dernière aux pays pauvres atteint de $350 milliards et ne cesse d'augmenter. Cet argent est utilisé pour investir dans ces pays, mais aussi pour ça donne des échanges, des possibilités de commerce pour l'Europe. Donc c'est un autre intérêt commun. Et aujourd'hui, il y a une taxe de facto à cause des frais des banques et des organisations qui organisent les versements. Et ici, je pense que les organisations internationales pourraient faire beaucoup plus pour réduire ces frais. Donc, pour conclure, le défi collectif est alors de construire un agenda qui fait le lien entre la relance au niveau économique, la confiance, parce qu'aujourd'hui, nous savons aussi qu'il y a beaucoup de forces populistes qui dominent dans le discours politique, et la migration comme un élément de rééquilibrage de notre modèle. Pour cela, nous avons besoin d'un vrai leadership global, européen et national, qui ne se plie pas au populisme, mais qui sait défendre ces politiques, qui peut être bien managée, une politique de win-win. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va maintenant donner la parole à Michel Aglietta du CEPI. Avec vous, Michel, on va voir essentiellement la faiblesse des organisations internationales et bien évidemment le constat et un peu de prospective et de solutions. Alors je le rappelle, vous avez 10 minutes de parole. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors, je vais essayer de prendre une option théorique pour essayer d'expliquer une chose. Les organisations internationales sont affaiblies, ceci est un constat. Il me semble que deux raisons de fond sont derrière. La première peut être exprimée par le déclin de l'hégémonie, le principe d'hégémonie sur lequel elles ont été fondées, pour ce qui est des organisations, disons, en jumelles issues de Bretton Woods et qui sont celles qui forment le socle de la régulation économique. Et le deuxième, qui me paraît encore plus important, c'est les enjeux planétaires non assumés. Donc d'abord le premier élément. Bon, rappelons juste une chose, c'est que des institutions ne sont efficaces que dans les modes de régulation pour lesquels elles ont été créées. Certes, elles ont des capacités d'adaptation aux changements structurels, mais si leur principe d'efficacité est devenu inopérant, à ce moment-là, elles ne sont plus du tout efficaces. Des organisations internationales sont efficaces dans le cadre d'un régime, ce dont a déjà parlé un petit peu André Kartapanis. Un régime international, c'est un ensemble, disons, hiérarchisé de principes. Après la guerre, le principe du libre-échange, de normes et de règles contraignantes qui permettent de transformer ces principes généraux en principes d'action. Ça a été un régime monétaire, essentiellement, le régime de Bretton Woods. Donc, la monnaie étant ce qui permet de réguler l'ensemble des prix, et puis des procédures de décision qui sont en conformité avec ces principes, et ça a été la distinction entre les déficits soutenables et pas soutenables, ça a été le rôle du FMI, et ça a été des principes de négociation pour décider des sous-évaluations et par conséquent des dévaluations légitimes. On avait un ensemble. Ceci a été progressivement détruit, et le point il est important, c'est que un mode hégémonique, un régime hégémonique et cohérent
dans la mesure où la suprématie du leader entraîne les autres, c'est-à-dire que ses propres intérêts, les intérêts du leader, concilient l'ensemble des intérêts de ceux qui ont intérêt à rester dans le cadre des règles en question. Et le danger toujours d'un régime hégémonique, c'est que l'ensemble des règles, dans la mesure où elles peuvent être manipulées par le leader, par définition, puisque c'est lui qui est à l'origine de leur constitution, eh bien, elles se transforment en principes arbitraires qui entraînent l'autodestruction du régime hégémonique. L'autodestruction a commencé évidemment avec la chute de Bretton Woods, mais il est resté par défaut en quelque sorte, avec le rôle du dollar comme devise clé, jusqu'à la disparition du mur de Berlin. Et ça, c'est tout à fait intéressant. La disparition du mur de Berlin, au lieu d'apparaître comme un triomphe définitif du principe d'hégémonie, c'est qui était, au sens de Fukuyama, l'idée que le monde devenait plat et que, par conséquent, le système des règles qu'il portait était généralisable partout. C'est exactement l'opposé qui s'est produit, mais qui en même temps créait des opportunités. C'est-à-dire que ça a permis à des particularités nationales et à des particularités de développement d'exister et de mûrir. Mais évidemment, ça crée une hétérogénéité du monde beaucoup plus importante. Si vous voulez, l'image en opposition à celle du monde plat, c'est le symbole chinois, c'est la métaphore chinoise. Le monde est hérissé de murailles, qui est une vision totalement opposée. Et ça me vient au deuxième élément de ce que je voulais dire, toujours dans le problème de l'hégémonie. Il y a dérèglement du capitalisme au cœur, et on sait que la globalisation y a joué un rôle, et donc toutes les règles du système monétaire ont été mises en cause. Mais le deuxième, c'est la montée en puissance de la Chine, qui exprime une philosophie politique totalement différente. C'est pas qu'elle est contre l'hégémonie ou elle veut remplacer une hégémonie par une autre, mais c'est que, disons, on peut dire que vient d'ancien, c'est-à-dire que la Chine a construit cette philosophie politique à partir d'une expérience très ancienne des royaumes combattants qui permet au principe de l'hégémonie d'être vraiment critiqué. Et c'est l'idée qu'il faut construire pour avoir un bon gouvernement un système de réseau d'engagement mutuels qui permettent à chacun de trouver à la fois des avantages, mais des contreparties dans des obligations. Et c'est ce que la Chine fait en Asie avec les autres pays asiatiques. Vous avez un réseau d'engagement mutuel qui est... la Chine fait partie de 6 organisations régionales, qui sont des réseaux qui s'entrecroisent et qui constituent, si vous voulez, un système, en effet, de régulation, mais il n'existe qu'au niveau régional. Et la question, c'est que la Chine a un point de vue sur la globalisation totalement opposé à celui qu'on pourrait dire le modèle Wall Street, c'est-à-dire une globalisation fonctionnant par l'autorégulation des marchés financiers, mais aussi opposée donc à cette notion du principe hégémonique. Et pour l'instant, elle fonctionne surtout par du bilatéralisme, c'est-à-dire je ne veux pas de l'instabilité financière, donc le financement se fait par des accords d'État à État, qui sont des accords de long terme, voire le lien notamment avec le Brésil, le lien avec tout un ensemble de pays africains, et vous avez une vision administrée de la finance qui est opposée à celle du modèle que j'appelle le modèle Wall Street. Ça, c'est vraiment un problème de fond, parce que ça veut dire que c'est sur les principes de base que pour l'instant, il n'y a pas d'unité du monde sur ce que l'on veut rechercher. Le deuxième élément qui me semble encore plus important, c'est la destruction des fondements écologiques de l'économie. L'écologie n'est pas un supplément d'âme, c'est le fondement d'un régime de croissance qui peut permettre l'éclosion d'une nouvelle civilisation qui nous est indispensable, mais qui est menacée par ce que j'appelle le retour des raretés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'auteur, le grand auteur qu'il faut mettre en avant le plus que les autres, c'est Adam Smith. Parce qu'Adam Smith parlait des raretés absolues. Si vous voulez, l'industrie, c'est-à-dire la révolution industrielle, a cru avoir définitivement, par la technologie, éliminé les raretés des problèmes de l'économie mondiale. C'est exactement le contraire que nous avons aujourd'hui. La rareté pose absolument 2 problèmes d'institutions essentielles qui ne sont pas visibles. Le premier, c'est la comptabilité. Nous avons besoin d'un système comptable qui exprime la juste valeur, c'est-à-dire qui exprime à la fois l'existence des raretés dans les coûts
qui exprime le coût social total de chacune des composantes du capital qui participent à la production. Or, le capital naturel n'est pratiquement pas valorisé. Et le deuxième élément, c'est les externalités. Les externalités de type climatique, les externalités par destruction disons, de tout un ensemble de soubassements écologiques de l'activité humaine. Je prends un seul exemple. Tant que l'arbre sur pied n'a pas une valeur qui exprime l'ensemble de l'utilité des services qu'il rend, la forêt tropicale sera détruite au rythme où elle est actuellement, c'est-à-dire 1 à 2 millions d'hectares par an. Et la conséquence de ça, c'est évidemment tout un ensemble de choses que je n'ai pas le temps de décrire, mais qui sont des catastrophes systémiques futures possibles. La conséquence, ça veut dire qu'il faut que le système de prix, et donc la comptabilité qui le porte, exprime la totalité des coûts, et ça me semble être le rôle des Nations Unies. Je veux dire qu'il faut enfin faire revenir les institutions au niveau mondial. Ce n'est pas le G20 qui est en cause, c'est l'ensemble de la planète et par conséquent de tous les pays qui sont en cause. Aujourd'hui, on peut dire que l'avenir du monde se joue dans les pays les plus pauvres, les plus peuplés. Je donne ce qui s'est passé après la guerre, pendant la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a créé la comptabilité nationale. La comptabilité nationale a été faite pour mobiliser l'effort de guerre et le PIB comme régulateur s'est créé en 10 ans. Et dans les 10 ans, la comptabilité nationale est partie des États-Unis et du Royaume-Uni pour soutenir l'effort de guerre. Les Nations Unies en ont fait un système cohérent en 10 ans. La question aujourd'hui, c'est celle-là. La question, c'est que le PIB est très, très insuffisant, que nous avons besoin de mesurer le capital, la richesse totale des nations. Il y a des avancées qui ont été faites par la Banque mondiale, il y a des avancées qui ont été faites par le rapport Sen et puis Stiglitz, mais rien n'a été fait au niveau national. Les comptabilités sont toujours les mêmes. La comptabilité d'entreprise ne valorise toujours que le capital productif. Le capital humain est valorisé nulle part. Quant aux ressources naturelles, encore moins. Donc nous avons un système de prix qui est totalement en cause, et c'est ça le point fondamental. Je dirais simplement, si vous voulez conclure par une simple remarque, une simple métaphore, l'Union soviétique a péri parce que son système de prix ne reconnaissait pas la réalité économique. Le capitalisme est aujourd'hui menacé parce que son système de prix ne reconnaît pas la réalité écologique, et ça me semble être la menace fondamentale. Et derrière ça, il y a vraiment un problème de sécurité pour l'ensemble du XXIe siècle, et qui ne peut être assumé en effet qu'au niveau global, planétaire, et c'est l'enjeu. Et sur les institutions les plus fondamentales et les moins connues de base, comptabilité, système de prix. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole donc à Monsieur l'ambassadeur Tan Yorkshire, ambassadeur de la République de Singapour en France, qui va bien évidemment continuer dans ce chemin avec cette question où en est-on en matière de gouvernance globale et de coopération internationale. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, comme tout le monde, 10 minutes de parole et je vous remercie. Merci. Bonjour, je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de ceux parmi vous qui sont francophones parce que je vais livrer mon intervention en anglais plutôt, comme la langue de Molière n'est pas ma première langue, c'est ma troisième langue même. Le Shakespeare est très bien aussi. Okay. Our first international organizations were created in 1865 and 1874, a long time back, to coordinate standards and rules for the telegraph and for the postal service, respectively, to connect the world. And then as further technologies link the world and enable flows of goods, capital, people, and services, distances shrank, and at the same time, the world's population grew, and countries rubbed up more easily against one another, leading to conflicts and to wars.
So some international institutions were then founded to meet the needs for behavioral norms and rules. Several of these were created after World War I, while most of the UN system that we know today and the Bretton Woods institutions were established after World War II. Since then, which was quite a good 67 years ago, the world has become far more interdependent, especially in the last 25 years, when I was able to observe this complexity developed in my various work as a diplomat. So very quickly, 4 observations. First, the end of the Cold War facilitated global cooperation by breaking down geopolitical and ideological barriers. Second, in what somebody has termed the rise of the West, the world saw a burst of energy and effort by developing countries, especially in Asia and Latin America, to boost their economic growth. As these countries, including China, India, Brazil, and others, grew in economic heft, they gained importance, first in trade and then in other areas. Their views and voices can no longer be simply discounted and ignored. So reaching agreement across so many disparate national interests became more and more difficult and complicated. Third, technology has also brought many new possibilities, not only for the individuals in the remotest part of the world, but also for big corporations and the world of finance. This has utterly transformed the way businesses operate, often without adequate rules or supervision. Fourth, the integrated nature of the world and the internet speed of transmission of news and reactions mean that a development in one country can quickly spill over and spread to impact on other countries elsewhere, even across the globe. So our old institutions found themselves overtaken and unable to cope with many challenges of modern day problems and complexities. Above all, our economic institutions were ill-prepared since they were not supposed to interfere and hinder in the markets anyway. So the world got a wake-up call when lots of people around the world lost assets, homes, jobs in the 2008 global financial crisis. No, the markets did not self-regulate, they did not correct themselves, and the legitimacy of the global financial system, of economists and bankers alike, took a hit. The top 1% are perceived to have exploited the system to make money at the expense of the other 99%. And the latest Barclays episode of rigging the London interbank offered rate, the LIBOR, shows that the lack of ethics and morals has perhaps not quite amended. So what can we do to improve global governance? Unfortunately, there's no magic bullet. While international organizations and institutions can adapt and evolve from within, and all of them, almost all of them have been working on reforms for years, they take time to do so, rule by rule, resolution by resolution. To really revamp, to rebuild or start anew is out of reach. For that, we would need the global unity, which was mentioned by the previous speaker. But humanity, it seems, only can unite to reset the international system following cataclysmic wars. The League of Nations was created after World War I, and it could only be replaced by the United Nations after World War II. So perhaps we better not hope for the possibility of changing everything. In the absence of any better alternatives, and there is unfortunately still no better alternative, the G20 was a major step forward in complementing the existing system by focusing discussions on key issues and on how to address the global crisis, and also by forging much needed political will on the way forward. Ideas from the G20 can then be brought back to the international institutions for further discussions, but quicker discussions and actions. At the height of the global crisis, the G20 succeeded in coordinating actions among the major economies to prevent a global depression.
the G20 has also discussed ways to fix our international system to bring it up to speed vis-a-vis the challenges we face. One work in progress is about keeping an eye on entities that are systemically important or too big to fail. Another challenge is that many international institutions and organizations deal with different but increasingly interrelated and cross-cutting global issues. These organizations need to work together in a more coherent manner, and the G20 has given some fresh impetus to that. However, the G20 itself needs to be held accountable for its performance. So who then keeps an eye on the G20? When the G20 emerged in 2008, Singapore launched a group of small and medium-sized countries in the United Nations called the Global Governance Group, or 3G for short, to keep a close watch on the G20's work and to keep them honest in implementing their own commitments. The 3G has now grown to 30 members, and it regularly reports its views to the United Nations on the G20's performance. Over time, the G20 has come around to accept various recommendations by the 3G. One point that the 3G has stressed to the G20 is that the G20 does not have a monopoly of wisdom. And since some non-G20 members and some non-stakeholders can bring valuable contributions on specific global issues, it would be wise to bring them into the respective discussions of the G20. I would now like to just conclude on the following point. And the point is that everyone, in fact, has a role because global governance and resilience begins at home. If every country and every region puts their own house in order and avoids bubbles, debt, and other imbalances from excessively building, then the sources of many global crises can actually be eliminated. As Mr. Paulo Manas, one of the speakers yesterday, noted from a study done by the University of Bologna, the risk of contagion is 50% external, but 50% domestic for every country. So in this regard, it is good that the G20 countries themselves have submitted to a process of regular self-accounting plus examination by the OECD and the WTO. There's much that is very big, in fact, too big to fail G20 countries need to do for their own good and also for the good of all of us, the whole world. Thank you very much. On va continuer donc sur la gouvernance globale et la coopération internationale avec vous, Pierre-Raoul Duval, de Gide Loirette Nouel. Et en fait, vous allez nous expliquer comment il serait possible d'améliorer l'efficacité de la gouvernance économique mondiale. Vous avez 10 minutes aussi. Merci beaucoup. Voilà. Pour paraphraser un célèbre proverbe français, je dirais en commençant que les plus belles organisations internationales ne peuvent donner que ce qu'elles ont. Le décalage entre leurs responsabilités, les attentes qu'elles génèrent, les crises qu'elles gèrent et leur capacité de réponse n'est pas nouveau. Et ce serait prendre le débat sous un angle un petit peu restrictif que de le traiter uniquement sous l'angle de leur gouvernance ou même de leur composition. La situation actuelle nous renvoie à un débat qui n'est pas facile à résoudre. C'est celui de la souveraineté, celui du décalage entre le niveau auquel la souveraineté s'incarne et celui auquel elle est ou pourrait être efficace. Dans la plupart des pays, le niveau auquel la souveraineté est reconnue comme légitime, certifié démocratiquement, reste l'échelon national. Cela nous vient de l'Europe, qui a inventé l'État-nation et en a fait pendant plusieurs siècles l'échelon source, hélas, de tous les conflits, mais également
par un effet miroir, l'échelon pertinent de leur gestion. L'Europe ayant digéré ces guerres de malheur, en a inventé l'antidote, la construction européenne, avec son savant dosage d'abandon de souveraineté partagée et de cordes de rappel, comme celle de la subsidiarité, mais aussi avec la reconnaissance d'une nécessaire institution supranationale, la Commission, et l'adoption de règles de mise en œuvre d'une discipline collective contre les égoïsmes nationaux, ce que l'on appelle les procédures d'infraction. Le problème est que l'Europe, qui a su accompagner chaque étape de sa construction en combinant mise en commun des compétences et moyens juridiques de les exercer, a parfois oublié d'en assurer le suivi. Ainsi, par exemple, plus de 20 années séparent le traité de Rome qui a donné naissance à la CE à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes intitulé Cassis de Dijon, décision fondatrice de la libre circulation des marchandises, obligeant nos amis allemands à accepter la commercialisation de ce breuvage pourtant bien étrange chez eux, qui n'entrait dans aucune de leurs catégories réglementaires. Pour l'euro, les États ont mis en commun la monnaie, mais ont renvoyé aux calendes grecques la gouvernance économique partagée et ont même refusé d'exercer le peu de pouvoir de contrainte qui était prévu par le biais des sanctions du pacte de stabilité. Sur 10 ans d'euro, la France n'a jamais respecté les critères de Maastricht. Même la vertueuse Allemagne les a oubliés pendant la moitié du temps. D'autres sont entrés carrément dans l'euro sans le respecter, au moins s'agissant du critère de la dette. La fragilisation de l'euro remonte, pour la petite histoire, au jour où le Conseil des ministres de l'Union européenne a refusé de voter les sanctions prévues par le pacte de stabilité en raison d'une alliance conjoncturelle entre l'Allemagne du chancelier Schröder, prenant argument des déficits publics pour faire adopter d'amères mais nécessaires réformes de structure, et la France du président Chirac, se croyant mitridatisée au déficit. Il est vrai que ces sanctions sont paradoxales, puisqu'elles consistent à mettre à l'amende les États déficitaires, comme des pompiers qui appuieraient sur la tête d'un pêcheur en train de se noyer parce qu'il n'a pas respecté le règlement, ou des gendarmes passant à l'hôpital pour verbaliser un accidenté de la route. Mais il est vrai que les sanctions du pacte de stabilité étant procycliques, leur application est également problématique car elles peuvent aggraver la crise. Dès lors, le risque est, comme le savent tous les juristes, qu'à l'inefficacité, la loi inappliquée ajoute le sentiment d'impunité. En l'absence de radar invitant au respect des limitations de vitesse budgétaire avant que n'arrivent les accidents, le pouvoir de contrainte a été délégué de facto aux agences de notation et au marché. La sanction, perte de confiance, incapacité de se refinancer, n'en a été que plus tardive et plus brutale. Au moment où s'ouvre le légitime débat sur la croissance et le bon dosage entre croissance et rigueur, celui sur le respect de la discipline est loin d'être achevé. Comment mutualiser la dette grecque si le Parlement allemand, auquel on demanderait in fine de payer la facture, n'est en rien décisionnaire? Comment faire accepter par les citoyens grecs l'abandon de souveraineté qui leur est demandé? Cet équilibre reste à inventer. Et c'est autour de la mise en œuvre des décisions que se cristallisent les difficultés. La plupart des Européens conviennent qu'il faut allier soutien à la croissance et discipline. Beaucoup sont d'avis que pour restaurer la croissance, il faut achever de mutualiser les dettes nationales, lesquelles, de fonds de soutien en refinancement par la BCE, sont de facto déjà largement mutualisées. Mais il reste à garantir que les disciplines joueront ex ante, sans quoi la mutualisation reviendrait une fois de plus à reculer, sans certitude de mieux sauter.
À un niveau plus international, c'est aussi du pouvoir de faire respecter les règles de l'OMC que viendra la capacité collective à résister à la tentation protectionniste que la crise favorise naturellement un peu partout dans le monde. Enfin, nous n'échapperons pas, une fois le monde peu ou prou stabilisé, restabilisé, à un examen de conscience plus général sur le fonctionnement du MMI, le rôle du G20, la globalisation de la gouvernance pour accompagner la globalisation des problèmes. Mais restons modestes et pragmatiques. Il n'est pas réaliste d'envisager un plan d'ensemble de gouvernance mondiale. Personne n'a le pouvoir de l'édicter. Personne ne pourrait imposer les décisions qui seraient prises. Il faut agir cas par cas, instruire institution par institution les améliorations à apporter, doser les mesures à prendre pour empêcher les excès. Les procédures existent, espérons que l'intendance suivra. Il faut adopter une approche pédagogique guidée par le respect de deux nécessités. La représentativité, facteur de réalisme, mais aussi vecteur du sentiment d'appartenance, de partage de valeurs définies en commun, et l'efficacité des mesures prises, leur mise en œuvre effective, accompagnée de sanctions en cas de non-respect. À cet égard, il importe que les Européens commencent par balayer devant leur porte et ne répètent pas l'erreur de l'euro qui a consisté à mettre en commun un symbole de la souveraineté, la monnaie, avec son bagage de liberté de mouvement et d'investir, tout en refusant les transferts de souveraineté nécessaires à la bonne gestion de ce patrimoine commun. La crise qui se poursuit est d'abord l'échec des États, des États-Unis puis des États européens, à correctement superviser leur système bancaire et à maîtriser leur dette publique. Une des suites logiques a d'ailleurs été la création d'organisations nouvelles, d'autorités chargées respectivement des banques, des marchés, des assurances. Mais là encore, reste à renforcer la mise en œuvre des décisions. En Europe, par exemple, le choix de l'Espagne de sous-estimer puis gérer seule la crise de Bankia n'a fait que retarder l'appel à la gestion commune des risques. Le domaine crucial de l'environnement, on l'a déjà évoqué, est un autre exemple type des limites de l'intergouvernemental et de ce que, sans structure et compétences pour en garantir l'efficacité, la coopération internationale est inopérante. Beaucoup a été annoncé, promis, engagé, peu a été obtenu. Toutefois, il n'y a nulle raison de jouer les Cassandres. Il existe un grand nombre d'enceintes et d'organisations dont les travaux sont considérables, source de réglementation uniforme et décisions qui s'imposent internationalement, même dans le domaine financier et à l'évidence dans maints domaines techniques. Ces avancées sont la traduction de ce que l'interdépendance des économies oblige à gérer ensemble. Il faut continuer à s'attacher, organisation par organisation, enceinte par enceinte, à améliorer leur efficacité, sans oublier, pour paraphraser Beaumarchais en conclusion, que sans la liberté de sanctionner, il n'y a pas de résultat flatteur. On va maintenant continuer toujours sur ce thème donc de la gouvernance globale et de la coopération internationale avec vous, Vera Songwe de la Banque mondiale. Vous avez donc la parole, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici, mais étant donné que je suis en bonne compagnie, je veux demander la permission de parler en anglais. So let me talk about global governance. I think that we've been going through since 2007, 2008, an interesting period in economic development and political development, I must say. We have realized, I think many people knew that before, but it became quite evident in 2007 and 2008 that the world was very connected
and that policies that happened in one part of the world were definitely affecting other parts of the world. And like I usually like to say, Wall Street and No Street became inextricably linked. They were actually one place. The farmers in Africa and Wall Street, the business people in Wall Street, were doing the same thing, and the risks were falling on everybody. So we had a system immediately, I think, in 2007 and 2008 that required, I think, revisiting. And as has been said, there's been a wide range of issues which underneath had been cause for concern and for global discussion, but never at a stage as it came in 2007, 2008, when we had a financial crisis, which was the worst since the last recession, and economies were looking at collapse. So I think when we talk about global governance, what are we actually talking about? Countries normally develop their national policies, and then you have developments that are made in a global environment. But over the last century, in recognition of the fact that we were actually one world and needed to cooperate, there was an emergence of different international and multilateral forums. I think we had the G7, we had the G8, post the financial crisis, we got the G20 and the G24. And I think we've just found out there's also a G30, which reports to the G20. We have a G7, which is a G7 of fragile states, which reports to the G20. There are many Gs now. And the issue is, who is looking at those Gs and when do those Gs meet? There are a few places where they actually do, and we can actually say that they do. And one of them is the World Bank, where we have global representation. And the question for us as an institution, I think, which we claim and are proud to say is quite representative, is how can we respond to the international crisis and in a way that remains representative. And actually, I must say that in the G20, the World Bank is an observer. And I think one of the reasons why the World Bank is an observer, the World Bank and the IMF are observers, is I think a realization that we do actually represent the other non-G20s that are outside the room and can actually speak for them. But not because we can speak, but because I think we have proven that we have enough representation. But this representation didn't come easily. I think we had to prove it. And I think everyone in this room knows that we have gone through the Bretton Woods institutions, at least a period pre-1997 of a lot of questions of where I think it has been mentioned on the podium today, are we still relevant? Is the World Bank still relevant? Is the IMF still relevant? These were big questions in 1996, 1997, 1998, up until 2007, 2008. But before I talk about the answer to that question, what is global governance and is the World Bank still relevant, which of course I'm going to say yes to when I do that, let me just explain to you who we are and how we're formulated. I've given you a sense of all these different Gs and what they do. And they represent different mandates. Some of them are thematic mandates, some of them are economic mandates, some of them are growth mandates. They have different structures of formulation. They have voting powers, some of them have voting powers, some of them don't have voting powers and are consensus-based. In the World Bank, we are a rules-based institution, and our shareholders vote based on the collection and contribution financial capital that they contribute to the institution. So we're very, I think, interesting and different organization in the sense that even though we have financial contributions voting, we continue to try to vote as a cooperative and to work collectively. So we have the sort of external and mandated power by financial contributions, but also the intellectual power, which always brings us, in the World Bank since its creation, almost every decision has been made based on consensus, which means, in actuality, that you have a broader representation of what happens in each of these places. What I would like to argue is that, however, when we start talking about global governance, is that when faced with trade-offs between considerations of legitimacy, effectiveness, and efficiency, the ultimate result is always that we have to cooperate. Then the question is what kind of cooperation, how, and why? And I think that is one of the questions that is upon us today, is what kind of cooperation are we looking for? What different forms should that cooperation take? And I think, as one of the panelists said, we do not have the answers, but I think what we have are some processes that may lead us to the right answers. And so what we're struggling to do in most of our institutions, and the World Bank is one of them, is this debate. And I think we provide, as an institution, a platform where you can have a lot of debate, where you can bring the technical expertise to bear on the decisions, so that even though we have political tensions within the institutions,
we can motivate some of the decisions that we make with technocratic solutions that are clear and obvious and evident. And there's always a balancing act to do, because as we all know, even though we represent the world, we do every position and every policy that is taken is essentially political in its end and in its basis. Now, for an institution like the World Bank to contribute to international cooperation, I think what we strive to do and what we hope that we do or are doing well is that the world sees us as fair and even-handed, that we are appropriately represented, that you have technically competent and unbiased people within the institution, and that we're a reliable partner. And this is quite important, because a reliable partner means that we are there for everyone when they want us and when they ask us to come. Let me just give you a sense of what the World Bank represents when we talk about this in terms of a reliable partner from 2007, and how we have tried as an institution to begin to make ourselves relevant to the rest of the world. We have, and I'll go through 3 or 4 different points. The first one is working with our clients and who our clients are. As I previously said, we actually represent the world. We have a diverse set of clients, our donor clients, which include the Europeans, the Americans, and the rest of the developing countries. We have the fragile states, and as you know, we have an increasing number of fragile states which span from South Asia to Africa. And then we have the BRICS. And as many of you may not know, 2/3 of the world's poor are in the BRICS. And what our biggest business is working with countries to reduce poverty. And basically, what we do most when we're trying to reduce poverty is basically, if we cannot reduce the numbers in India, then we are not making a dent on poverty reduction. If we cannot reduce the poverty numbers in China, we are not making a dent on poverty reduction. So we are actually working on those countries. Let me give you another example, which seems quite interesting, is, and I think we just mentioned it here today, one of the things the World Bank has been doing, it's been working to raise $6 billion of green funds to improve climate change. And by raising $6 billion, we were able to leverage $50 billion to improve the world's policies around climate change. So we're not only working, and the $50 billion comes from the developed world. So what we try to do is take some of the advocacy points, and I think it was also mentioned, the issue of migration. So I think we present and provide a platform where you can have intellectual, unbiased debate on some of these issues. I think on the food crisis, which was a precursor to the financial crisis, what we were able to do in 2007, 2008 very quickly was to provide about 50 million people the world over with quick financing to make sure that we didn't have a crisis on our hands, as you all know. In terms of financial sector crisis, and as we have said, the world is linked. And as we know, in 2008, when the financial crisis hit, even though it first hit in the US and in Europe, as has been said on the podium, the financial sector is very interlinked. And one of the places that was facing a big crisis was Eastern Europe. And what the World Bank did was we were able to inject $25 billion into the banks of Eastern Europe, most of which are subsidiaries of Western banks, to make sure that there was not a crash and a run-on on the banks. So that is, I think, one of the things that we do, and we do clearly well, which is the financial sector and managing to balance the economies. Now, just to go back a little bit, I think before we come to that, and speaking, I think there has been a lot of discussion around structural adjustment, and Europe, I think, is rediscussing this. In Africa, we had from 1980 to 1990, and for some countries into the middle of 1995, a lot of structural adjustment. A lot of those policies were basically based on the need for sound fiscal policy. I think a lot of what we're discussing now in Europe here is almost taken out of those books. Better labor markets, better fiscal discipline, better accounting for your labor policies, making sure that the taxes come in, as we see in many of the countries they don't. So I think what we are able to do as an institution today is take some of the lessons from that period. Because what happened is by 2002 to 2008, when the crisis started, Africa had adjusted. Africa was growing. Africa actually today is the fastest growing continent in the world. The reason Africa is growing is not a surprise and it's not an accident. It is growing because it put in place good fiscal policies. A lot of that working with the bank and the International Monetary Fund to put in place. And I think what happened then is as the crisis came in, we were in a good macroeconomic management point. We were able to
manage the crisis of 2008. The question, I think, for countries like Africa today, and what the World Bank is struggling to do with them, is to make sure that this prolonged crisis does not endanger the good fiscal management that had been put in place, and make sure that we can sustainably contribute to the growth of the rest of the continent and the world at large, because now, as we see, it's a multipolar world. The growth is not going from the west to the south or from the south to the west. It's all over. We have pockets of gold. Angola, for example, is growing at 11%. So Angola and China are actually competing. China now is down to 8.5. So we do have a lot of differentiation in where the growth is coming from and which continents are coming from. But one thing I think that we're beginning to realize is that there are lessons that are general to everybody. One of them is, of course, better fiscal discipline, improved financial regulation. And we know now that if one part of the whole does not do its job right, then the whole will fall. And I think institutions like ours are continuing to work to make sure that it happens well. In addition to working on the financial sector and making sure that we can protect growth, one of the things that we're doing is what we're calling, and I think we talk about it here as global governance, we're doing what we call democratizing governance, which is opening up our institutions so that everything that we do within the institution is public information. You can go to the World Bank website and you can find out all the loans we give, you can find out all the policies we have, you can find out all the reports that we produce. And I think this is a way of basically holding ourselves accountable and making sure that people have the information on which we make our decisions so that they can also make their decisions. And I'm very happy to hear, I think, in the last few speakers, quotes about World Bank data. That is part of democratizing governance. That is part of democratizing development. Because in every Kenyan village, somebody can go and figure out what is the World Bank giving my country today, and they can find out what is the transfer of resources. This doesn't mean that we haven't made mistakes in the past, but precisely, I think, by opening up our database and by opening up our policies to challenge, we are hoping that we can improve them, but improve them collectively and in a corporate fashion. And I think that this is part of the process. Because when we talk about global governance, it's representation, or democracy, if you may want to call it that. But to be able to do it well, you need information. And I think this is something that we have not had in the past, which we're beginning to do and do better. The next thing that we're trying to do, of course, as an institution, is recognizing that there's fragility in the financial sector, but also recognizing that development will not happen if there is not enough access to the finances. We're working with our countries more and more to make sure that they have better access to the financial sector so that they're no longer dependent on aid. So when you talk about the World Bank, it's not talking about aid, it's talking about access to finance, to marketable finance. And the next thing that we do is taking a more representative bank. I think a lot of the discussion here has been about the G20, the G8, and who they are. Representation doesn't only mean who sits on our board. Representation means who works within our institution. What is the face of the bank that you see when you talk to people from the World Bank? And so I think as part of this discussion on global governance and international corporations and are we doing the right job, I think an institution like the World Bank, of course we continue to change, we continue to innovate, but the World Bank and the Bretton Woods institutions are sitting in, I think, a privileged position because we are constituted as a representative body. But we can also, and I think are effectively providing financial assistance, we are effectively rethinking our organization, bringing out global advocacy, and making sure that we keep this representation as an open conversation that continues to change. Thank you. On va poursuivre donc avec le dernier intervenant, Philippe de Fontaine-Vive-Curtal de la Banque européenne d'investissement. Toujours sur ce rôle des institutions financières internationales, est-ce qu'on doit véritablement redéfinir leur rôle? Vous avez la parole, Philippe. 10 minutes. Merci beaucoup. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est d'être critique sur l'Europe et positif sur les institutions financières internationales. Si cette mode peut souffrir une exception grâce à la liberté intellectuelle des rencontres d'Aix, je vais prendre exactement le contre-pied de cette thèse
en étant laudatif sur l'Europe et critique sur les organisations financières internationales, parce que personnellement, je pense que ce ne sont pas les organisations financières internationales qui doivent diriger le monde, mais le monde qui doit diriger les organisations financières internationales. Donc je commencerai par être d'abord positif, parce que nous en avons tous besoin sur l'Europe, en 4 points. Le premier point, et Cécilia y a déjà fait référence, l'Europe reste aujourd'hui la plus grande force de marché existante, avec plus d'1 demi-milliard d'habitants à fort pouvoir d'achat. Elle a trouvé une réponse originale à la démographie, qui est la question fondamentale depuis Sauvy et tant d'autres, et Malthus avant lui, c'est l'élargissement. Pensée européen. L'élargissement de l'Europe, c'est une réponse au problème démographique. Est-ce que vous voulez être à 28 États membres au 1er juillet prochain? Vous avez dit oui. Est-ce que vous voulez passer à 29 l'année d'après ou un petit peu après? Vous êtes bien engagé sans le savoir pour avoir déjà dit oui. Est-ce que vous voulez à terme 75 millions de Turcs pour compenser les problèmes démographiques d'Europe de l'Est? C'est une question simple qui vous est posée pour les années à venir. L'autre façon d'y répondre, et Cécilia y a répondu, c'est d'organiser une immigration massive pour redonner une dynamique économique à l'Europe. C'est une belle question que pose la Commission européenne. Il est certain que pour peser dans le concert international, ce sont ces 2 réponses-là qui sont possibles, ou s'élargir ou s'ouvrir. Mais dans les 2 cas, nous devons conforter le fait d'être le plus grand marché au monde. Deuxième point fort de l'Europe qu'on ne souligne pas assez, en force économique pure, mesurée certes de façon imparfaite par le PIB, comme le disait très justement Michel Aglietta tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui la première puissance économique du monde, avec 26% du PIB. Les États-Unis ne sont qu'à 23%. Et donc, quand je vois ces comparaisons permanentes entre la Chine et l'Europe, il faut 3 fois plus de taux de croissance en Chine pour produire exactement la même chose qu'en Europe. Et donc, avec une démographie qui est la nôtre, pensez en tant qu'entrepreneur pour certains d'entre vous, qu'il faut 3 fois plus en Chine pour arriver à la même augmentation en nominal. Donc le grand marché reste pour longtemps l'Union européenne. Ne soyez pas si négatif en raisonnant purement en termes de pourcentage avec un dénominateur qui est beaucoup plus significatif en Europe. Troisième point fort qu'on ne rappelle jamais, dans le commerce international, si vous voulez pour une fois être européen, ignorez le commerce entre Européens. Comme ça, on pourra vraiment se comparer aux autres. Faites fi de ce commerce entre Européens et mesurons-nous au reste du monde. Si vous faites ce calcul, vous verrez que nous représentons 17% du commerce mondial sans tenir compte de ce que nous faisons entre nous, ce qui fait de nous encore la première force économique mondiale dans le commerce. Et ce n'est pas par gentillesse que nos amis chinois, africains, latino-américains ou américains veulent investir en Europe. C'est parce que c'est la meilleure plateforme d'exportation au monde. Il faut le dire, il faut le répéter. Enfin, 4e point fort de l'Europe que nous ne valorisons pas assez, nous sommes ici à Aix-Marseille. Est-ce que vous savez que vous êtes dans la première université de France depuis 1 an? De loin, la première université de France, grâce à la réforme des universités. Mais est-ce que vous savez qu'au total, l'Europe, c'est la première force universitaire au monde, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de journaux, puisque si vous prenez le classement de Shanghai, 38% des 500 meilleures universités au monde sont sur le territoire de l'Union européenne. Les États-Unis ne représentent que 31%. Donc cessons cet europessimisme permanent qui fait que nous aimons nous dénigrer comme des Gaulois ou je dirais des nostalgiques des empires défunts. À nous seuls, la Banque européenne d'investissement, notre bilan représente plus que le bilan de la Banque mondiale et de toutes les banques régionales de développement du monde réunies. Donc soyons fiers un peu de nous-mêmes, essayons de nous remettre en cause pour améliorer notre fonctionnement en utilisant, parmi d'autres choses, les institutions financières internationales. Étant également une institution financière internationale, nous devons nous appliquer à nous-mêmes les questions que je pose aux institutions financières internationales. J'en vois 4 qui me paraissent importantes pour essayer de nous repositionner au service du monde et non pas pour le diriger. Le premier, c'est quelle est la vision que nous servons. Alors pour la Banque européenne d'investissement, c'est relativement simple. Nous n'avons pas à avoir de vision. Notre vision doit être celle de nos dirigeants de l'Union européenne et nous sommes à leur service, point. Le FMI et la Banque mondiale sont dans une situation beaucoup plus difficile
puisqu'ils sont censés servir la vision définie par les Nations Unies. Comme je ne la connais pas, et en vous écoutant tous les uns après les autres, je n'en ai pas entendu, nous sommes sur un monde, comme l'a dit Michel Aglietta tout à l'heure, qui est mort. Nous sommes dans un monde qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, qui a des survivances qu'on essaye de maintenir en faisant un G7, un G8, un G20, en renommant des mandats factuels, mais comme idée générale du monde, nous n'avons pas recréé un système de gouvernance mondiale aujourd'hui, et ce n'est pas aux institutions financières internationales de le faire, c'est aux politiques de le faire, peut-être avec cette vision de la rareté des ressources planétaires qui a été évoquée tout à l'heure et qui me paraît séduisante. Mais donc, nous sommes dans des situations différentes dans chaque organisation financière internationale parce que nous devons être au service de nos mandants. En Amérique latine, il y a un projet de régionalisation. En Afrique, en Asie, il y a des projets de régionalisation. Mais au niveau du monde, il n'y a plus de vision collective. Deuxième question que nous devons nous poser, c'est quelles sont les priorités que nous devons servir pour aller dans le sens de cette vision. Là encore, question que je pose à nous-mêmes en Europe. La réponse a été donnée vendredi dernier au sommet, c'est un changement majeur. Nous devons provoquer un sursaut de croissance durable. Ce n'est plus, à l'heure actuelle, le sujet unique d'une gestion plus disciplinée des finances publiques, ni il y a un message très clair qui vient des populations au sein de l'Europe. Si on veut leur redonner envie, si on veut leur redonner espoir, nous devons, en même temps que nous avons une vertu budgétaire à mettre en œuvre, évidemment comme institution financière internationale, nous devons leur redonner des perspectives de croissance, d'emploi, de meilleur partage. C'est le modèle européen que l'on redécouvre à l'occasion d'une crise, et donc à nous de le porter. Ces priorités, si vous regardez les autres organisations financières internationales et que vous leur posez cette question, vous aurez des éléments de réponse, mais vous n'aurez pas un mapping, comme on dit en franglais, des priorités de ces organisations, parce qu'on a choisi souvent leurs dirigeants en fonction de règles anciennes, sans savoir ce qu'ils proposaient à l'institution, y compris dans l'institution que j'adore, qui est la Banque mondiale. Vous pouvez poser la question à son nouveau président. Il ne sait pas quelle est sa ligne stratégique. On lui a posé la question. Il n'en a pas. Il a répondu qu'il la définirait une fois qu'il serait en place. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir la façon dont nous exprimons nos choix. Troisième question que chaque organisation financière internationale doit se poser pour être crédible, est-ce qu'elle a les moyens de remplir les priorités qui lui sont données au service de la vision que les politiques lui ont confiée? Eh bien, nous avons fait à la Banque européenne d'investissement une autocritique très simple. Si nous voulons participer au sursaut de croissance en Europe, nous n'en avons pas les moyens. Nous avons eu le courage de le dire aux chefs d'État et de gouvernement en leur disant « si vous voulez que nous y participions, donnez-nous 10 milliards d'euros budgétaires », ce qu'ils ont décidé dans le principe vendredi dernier, ce que les ministres des Finances mettront en œuvre d'ici la fin de l'année. La presse vous en informe, mais ne souligne pas l'importance que ça. Ça veut dire que ça faisait 54 ans que nous existions. Nous n'avions jamais demandé aux contribuables européens de payer sa propre croissance. Nous n'avons jamais fait appel à une augmentation de capital payée par le contribuable, ce qui fait que nous allons doubler notre capital payé par les contribuables européens. Et vous avez, semble-t-il, tous donné votre accord, puisque tous les présidents et chefs de gouvernement ont déjà donné ça. Je pense que quand on va arriver aux modalités concrètes au Parlement français et aux autres, il y aura peut-être un petit peu plus de débat sur la façon d'être démocratiquement responsable pour pouvoir en débattre avec eux, ce qui me semble complètement légitime. Mais c'est une innovation énorme, et si on vient de mobiliser ce paquet dit de 120 milliards d'euros au dernier sommet européen, c'est au service de cette tâche. Mais face à la crise qui vient d'avoir lieu, Christine, à la tête du Fonds monétaire international, qui a le même engagement très fort, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez bien vu que les États-Unis et le Canada ont refusé de participer à cet effort de solidarité internationale? Qui les a critiqués? Qui ose dire quoi que ce soit en dehors de leur donner sans discussion la présidence de la Banque mondiale sans aucune règle démocratique? Personne, aucun journal ne critique cela. Donc le problème des moyens est un problème à mettre aussi en termes démocratiques. Il faut que lorsqu'on affiche une volonté, on vérifie bien que chaque institution a les moyens de mettre en œuvre cela.
Et ceci débouche sur la 4e question, à mon avis, qui est déterminante et à poser à chaque organisation internationale, c'est quelle est sa gouvernance interne, quel est son leadership. Effectivement, les conseils d'administration, comme ça a été évoqué à l'instant par l'intervenant précédent, sont essentiels. Je pense que c'est une des grandes leçons que nous, Européens, devons prendre, surtout nous, Français, savoir décider ensemble. C'est exactement le contraire qu'on nous apprend pendant toutes nos études. On nous apprend une approche, disons, un peu impériale, un peu napoléonienne, alors que le monde moderne, lui, demande à être décidé de façon collective, grâce à un conseil d'administration, des débats et des règles de majorité. Et j'en termine là. Il me semble que pour les organisations financières internationales, que comme pour le reste, la réponse au modérateur dans son introduction, quelle est la règle d'action et la règle de décision que nous devrions adopter, c'est tout simplement la règle démocratique, celle d'une majorité qui sait prendre des décisions pour faire face aux difficultés, et non pas la recherche indéfinie d'un consensus ou d'une unanimité qui nous contraint à l'inaction, qui laisse des paradis fiscaux ou des îles nous empêcher de prendre les décisions qui sont utiles pour les continents. Et donc, ma réponse très simple, mettons les IFIS au service du monde qui décide par voie démocratique. Merci. Alors, avant de passer aux questions, on fera une petite quête à la fin pour que la presse puisse aussi faire son travail, pour renflouer les organisations internationales. Donc surtout, ne quittez pas et préparez votre monnaie. Alors, place aux questions maintenant. Je vous demanderai simplement de lever la main, de vous présenter, et pour pouvoir interpeller, bien évidemment, nos orateurs. Je ne sais pas si un micro circule, oui, non ? Voilà, donc madame, voilà, je vous en prie. Et je demanderai aux organisateurs de nous dire quand on termine pour des raisons d'horaire, etc. D'accord, en bas, oui. Ok, je vous en prie. Bonjour, Père-Manche Bérès. Je voudrais poser une question à Michel Aglietta en ayant en tête la conclusion de M. Fontaine-de-Vive. Nous voulons des organisations démocratiques au service de la démocratie. Et à vous écouter, il n'y a aucune chance qu'on puisse se servir des organisations internationales dont nous avons hérité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous deviez me dessiner un mouton, comment est-ce que vous me dessineriez une organisation internationale ? Non, je pense que ça marche. Hein ? Non, ce que je crois, c'est que le processus est nécessairement endogène, hein, c'est-à-dire le caractère diversifié du monde va produire un ensemble d'institutions qui permettront les niveaux de coopération qui sont aujourd'hui requis. Et moi, il me semble qu'on est dans un univers qui va rester, dans lequel il faut se constituer des espaces régionaux. L'Europe, l'Europe en est un, ça a été bien dit, mais l'Asie est en train de se constituer en espace régional et qui vont être véritablement les pôles d'un système de type polycentrique. Par rapport à ça, aujourd'hui, le type de coopération à un niveau plus large n'est pas du tout visible. C'est-à-dire que ce qui est espéré, hein, c'est que pour le coup le principe de subsidiarité fonctionnera, suffisamment de problèmes qui sont des chocs importants, qui sont des problèmes non assumés aujourd'hui par rapport à un certain nombre de questions, notamment environnementales dont j'ai parlé, n'auront pas de solution globale immédiate, mais peuvent avancer au niveau régional. C'est-à-dire que si l'Europe met un prix du carbone et si la Chine met un prix du carbone, la négociation internationale changerait de nature et il paraîtrait très difficile aux États-Unis de continuer la position qu'ils ont. Donc il y a un problème de possibilité de changer le jeu de la négociation à partir d'espaces régionaux qui seraient capables de définir une vision en disant et de la confronter à celle des autres. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai aussi sur le plan monétaire. Hein. On va aujourd'hui sur cette évolution qui me semble la solution à l'état où l'on est de la crise, la capacité de surmonter
les problèmes structurels qu'ont les différentes régions passent d'abord par l'organisation régionale. D'autres questions? Je vous en prie, une question au fond. Merci. J'ai très apprécié l'intervention sur la comptabilité de l'écologie et ses références. Il y a une chose sur la régulation, la gouvernance mondiale, qui n'a pas vraiment été mentionnée aujourd'hui, qui était mentionnée hier, c'est sur la croissance de la population mondiale. Et alors, on a discuté précédemment des migrations et de la réduction de la population européenne, et le fait que, par exemple, d'avoir 2 actifs ou un retraité, ce n'était pas durable. Mais on ne parle pas beaucoup d'objectifs de taille de la population mondiale. Est-ce qu'on peut continuer à croître indéfiniment, sachant qu'il y a des régions qui ne vont pas croître et d'autres qui vont certainement les compenser et des migrations qui vont se faire de toute façon? Est-ce que ces organisations mondiales qui gouvernent peuvent à un moment fixer ce que la taille de la population mondiale devrait être et comment réguler? Est-ce que ce 2,1, ce taux de régulation de renouvellement, est la target et la cible principale pour tous ces pays? Je ne sais pas si ma question était claire, mais... Qui veut répondre à cette question métaphysique? À vous verra, donc... I think that's a good question. We have, I think, demographic pressures across the world, and I think differing demographic maps. As you rightly said, in Europe, you have an aging population. In Africa, we have a young population. In Latin America, the population is in the middle. And I think in Latin America, and now as everybody is very conscious of, we have what we call the demographic dividend, and whether if you use it well, you will grow, and if you don't use it well, I think China is just going through its demographic dividend and it's going down, and I think the conclusion is that they did not use their demographic dividend well to grow. So this is the economic part of what do we do with the economic population. But we also have, and I think at least in this day and age, we have sufficient data, maybe not enough, to know that what is happening is basically with better health services and better access to education, that populations are reducing. So if you send a woman to school and keep her in school for longer, she will have less kids by definition. Hopefully if you give a man a job and he keeps it, then he will have less kids by definition. So I think what is happening is not to set a target of what is the number of people we need, but it's a question of what is the optimal economics that it can take. And I think that over time, as we've seen, the unit of analysis, which is the family, makes those decisions if they have the right information. And so I think what we do as an institution, at least, is to try to make sure that people have access to the information that they need to make sure girls go to school, that they have the drugs if they want to and choose to have family planning. So I think when you come down to that, it becomes a unit of analysis that is very specific. We also have, I think, examples today in the world of the China policy, the India policy, and the policy of everybody else. And I think that the debate and the jury is still out on the China policy work or the India policy work. So at least as an economist, if we keep it as give us the information and provide the assets and let the unit make the decision, that's probably the best thing. Une autre question, monsieur? Non, c'est juste pour répondre en tant que démographe à la question précédente qui était posée, c'est-à-dire qu'on montre toujours sur des graphiques la croissance de la population mondiale. Mais il y a un autre graphique où il faut voir l'évolution du taux de croissance de la population mondiale depuis 50 ans. Or, depuis 1975, le taux de croissance de la population mondiale diminue régulièrement. Il était de 2,1% en 1970-75, il est un peu au-dessous de 1,1%. Ça veut dire que s'il continue à ce rythme, à peu près entre 2045 et 2055, il sera à 0%. Et je crois qu'il est réaliste d'envisager une stabilisation de la population mondiale à
pas à très long terme, à moyen long terme, et donc la question qui est posée n'aura peut-être plus de sens. Merci pour cette importante précision. Une dernière question? S'il n'y en a pas, je vois regarder votre montre. Je vais laisser donc le mot de la fin, FIN et FAIM aussi, à André pour quelques mots de conclusion. Merci. Voilà. André, pardon, excusez-moi, je vous coupe parce que sinon ça ne sera pas dit. Pourriez-vous prévenir l'assistance que la salle est nettoyée pendant le repas et qu'il ne faut pas laisser d'effets personnels dans la salle? C'est petit, mais il fallait que je vous le dise. Donc voilà. Merci. Bien, alors lorsqu'on a 1 minute pour conclure de tels débats et sur des sujets aussi ambitieux, c'est évidemment très difficile. Je voudrais me cantonner simplement à 3 remarques. Michel Aglietta a eu raison de poser la question des rapports entre les organisations internationales et la coopération en termes de régime international. Qu'est-ce que c'est qu'un régime international? C'est un ensemble de règles, de valeurs, de normes, mais aussi de procédures ou d'institutions auxquelles adhèrent les États-nations qui participent au jeu international. De ce point de vue, on peut tirer 3 éléments d'analyse pour conclure. Premier élément, s'ajoutant à ce que sont les principes et les valeurs qui ont longtemps gouverné le fonctionnement de l'économie mondiale depuis l'après-guerre, ont été ajoutés dans notre discussion des éléments tout à fait intéressants, tout à fait nouveaux, qu'il s'agisse de la prise en compte notamment dans les prix, des conditions de maintien de la planète et donc de soutenabilité, ça a été évoqué par Michel. On a également mis en avant la question de la prise en compte des migrations. Après tout, pourquoi faire de la mobilité des capitaux et de la mobilité des biens des préceptes, des principes absolument incontournables et pas pour les hommes? Ça a été évoqué. Et puis on a aussi parlé des questions de sanctions. Ce point est important parce que des règles qui ne sont pas sanctionnées n'ont pas d'intérêt. Donc du point de vue des principes, je trouve que la discussion a été à la fois intéressante et positive. Du point de vue des dispositifs, du point de vue des institutions, je pense que là nous sommes peut-être restés en deçà de ce que nous aurions pu espérer. Peut-être que l'an prochain, lors des prochaines rencontres, nous pourrons aborder ce point. Et dernière remarque, qu'en est-il du régime européen? Et là, je voudrais peut-être tenter de tempérer l'optimisme qui s'est exprimé à cette table. Je considère que le régime européen est menacé, et il est menacé notamment à cause du retour de la situation économique sur les valeurs, et notamment sur la perception qu'ont les citoyens aujourd'hui du jeu des élites, du côté économique comme du côté politique. N'oublions pas le jugement porté par les citoyens sur les conditions déplorables de gestion de la crise de l'euro pendant pratiquement 2 ans et demi ou 3 ans, et qui nous ont amenés aujourd'hui dans une situation où nous sommes la seule zone au monde, la zone euro, à entrer en récession. C'est ma conclusion. Merci.